Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'échantillonnage probabiliste. Tout d'abord, on va parler de la différence entre une stratégie d'échantillonnage net et pur et une stratégie de sélection des participants plus ouverte. Ensuite, on parlera de différents types d'échantillons et on va particulièrement se concentrer sur l'échantillon probabiliste. Commençons à nous rappeler la différence entre une stratégie d'échantillonnage restreinte et une stratégie de sélection des participants plus ouverts. En échantillonnage, le principe d'échantillonnage part plus souvent d'une logique déductive qui suppose que le chercheur sait préalablement à la recherche ce qui sera pertinent pour la recherche et les personnes qui seront pertinentes pour la recherche. Et donc, ceci permet au chercheur d'établir des critères de sélection en amont de la phase de terrain en un seul coup. Dans une stratégie de sélection des participants plus ouverte, on part plutôt d'une logique inductive qui suppose que la recherche va introduire des nouvelles dynamiques tout au cours de chaque phase de terrain qui peut amener le chercheur à considérer des nouveaux participants de recherche. Ceci n'exclut pas que le chercheur ait fait un échantillonnage de départ, mais il garde comme principe que tout au cours des phases de terrain, d'autres groupes pourront rejoindre et donc les critères de sélection d'inclusion au sein des participants de recherche se construisent et s'adaptent au cours de la recherche à travers un processus itératif. Dans ce cas, les entretiens en dehors de la sélection initiale de participants ciblés n'est pas considéré comme une perte de temps, mais comme une voie vers de nouvelles pistes et de nouveaux interlocuteurs. Dans cette présentation, nous allons plutôt nous concentrer sur les stratégies d'échantillonnage. Et au sein de ces stratégies d'échantillonnage, il y a deux grands types qui existent, l'échantillon probabiliste et l'échantillon non probabiliste. Pour l'échantillon probabiliste, le chercheur part sur le principe que l'hasard doit déterminer les personnes qui seront considérées au sein de son échantillon, sur base d'un principe de sélection fixe et connu et uniforme à travers toutes les phases de recherche. Donc, dans ce cas, l'objectif de l'échantillon, c'est de tirer un morceau de la population qui peut être représentatif pour la population entière. Au sein de l'échantillon non probabiliste, là, les sujets de la population sont sélectionnés sur base d'une stratégie spécifiée par le chercheur, donc non pas spécifiée sur base du hasard, mais sur base de principes de sélection spécifiquement intéressantes au sein de cette recherche. L'objectif de cet échantillon est beaucoup moins souvent de représenter la population. En fait, c'est difficile pour un tel échantillon d'être exactement représentatif pour la population entière. L'objectif ici, c'est plutôt d'analyser de façon approfondie un phénomène au sein d'une population. Alors, l'échantillon probabiliste est plus souvent utilisé au sein des recherches quantitatives, tandis que l'échantillon non probabiliste est plus souvent utilisé dans des méthodologies qualitatives, mais rien n'est exclu. Donc, c'est tout à fait possible pour une recherche qui adopte des méthodes qualitatives d'utiliser ou de partir d'un échantillon tiré sur une base probabiliste. Et c'est pour cela que je vais vous expliquer les différents types qui existent au sein de ce type d'échantillon. Je commence avec quelques préalables. Pour tirer un échantillon sur base probabiliste, il y a quelques préalables dont vous devez tenir compte. Tout d'abord, il faut que vous connaissez la population de recherche et que vous pouvez la cataloguer à travers une liste ou un lieu ou une présence quelque part. Donc, vous pouvez par exemple disposer d'une liste de recensement qui explique ou qui contient une liste des individus ou des ménages qui vivent au sein d'un certain lieu ou qui font partie d'une certaine population de recherche que vous voulez cibler. Vous pouvez aussi cibler un lieu, un quartier par exemple, avec différentes rues que vous pouvez aussi cartographier, ce qui vous permettra de tirer un échantillon. Ou vous pouvez considérer tous les individus présents lors d'un certain événement comme la population et ensuite dialoguer avec certains individus tirés à hasard dans cette population sur base d'un principe uniforme. Il est donc important que vous pouvez sélectionner n'importe quel individu au sein de la population et que cette personne ou cet individu soit accessible, soit atteignable. Voilà quelques préalables importants. Ensuite, il y a différents types
d'échantillons probabilistes. Et ici, vous voyez une représentation graphique de ces différents types. Je vais vous expliquer tout en détail. Commençons avec le premier type, l'échantillon aléatoire simple. Alors, comme pour les trois autres, l'objectif de cet échantillon est d'être représentatif et de pouvoir représenter une population entière. Donc, à travers votre recherche au sein de cet échantillon, vous devez être capable de dire quelque chose sur la population entière. Le protocole de sélection est basé sur le hasard. Et donc ici, dans ce cas, on voit une population identifiée et ensuite, on va tirer un échantillon sur base du hasard. L'avantage de cette stratégie d'échantillonnage, c'est que c'est simple. Voilà, vous avez 400 individus et vous tirez à hasard un certain nombre. Le désavantage, c'est que cette stratégie d'échantillonnage est moins précise. Et donc, en fait, la représentativité ou atteindre la représentativité demande d'inclure plus de personnes sélectionnées dans cet échantillon. Donc, c'est souvent une stratégie aussi plus chère, vu qu'il faut avoir un échantillon plus large. Deuxième stratégie, c'est l'échantillon systématique. Comme pour l'autre, l'objectif est de sélectionner un échantillon représentatif qui permet de dire quelque chose sur la population entière. Contrairement à la stratégie précédente où on choisissait à hasard, ici on sélectionne les individus sur base d'un critère systématique. Par exemple, on sélectionne chaque personne, N, d'une population plus grande. Dans le cas de cet échantillon-ci, on choisit la première personne, la 11e personne, la 21e personne, la 31e personne, etc. De nouveau, l'avantage c'est que c'est simple. Il suffit d'avoir une liste de personnes et vous prenez simplement l'autantième personne. Le désavantage, comme dans l'autre cas, c'est que c'est moins précis et qu'il faut avoir un échantillon plus grand pour atteindre la représentativité. Dernière stratégie, c'est l'échantillon aléatoire stratifié. Et de nouveau, on veut s'assurer à ce que l'échantillon soit représentatif, mais aussi qu'il permet de dire quelque chose sur chaque sous-groupe représenté. Alors ici, le protocole est plus complexe. Dans ce cas, la population est divisée en strata sur base d'un critère spécifique. Et alors ensuite, on prend un échantillon aléatoire au sein de chaque stratum. Donc vous voyez ici dans la représentation graphique que l'échantillon de 400 individus est sous-divisé en différentes catégories et qu'au sein de chaque catégorie, il y a 3 personnes qui ont été identifiées. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle est plus précise, elle est aussi plus efficace pour atteindre la représentativité, parce qu'on est sûr que chaque sous-groupe sera représenté dans l'échantillon final. Mais le désavantage, c'est que cette stratégie suppose une préconnaissance des catégories pertinentes au sein de la population. Donc, dans ce cas, le chercheur devra avoir une connaissance de ce que sont les catégories au sein de la population et à quelle catégorie les différents individus appartiennent. Dans ce cas, on suppose aussi que chaque individu appartient à une catégorie spécifique, ce qui sur le terrain n'est pas forcément toujours le cas. Mais voilà une stratégie, une dernière stratégie d'échantillonnage probabiliste qui peut vous servir si c'est vers cette piste que vous voulez vous orienter.